au montage finalement politico-économique de cette séquestration et de l'objectif 4 pour 1000 qui a pris une dimension politique importante. Donc, est-ce qu'on y va vraiment dynamiquement dedans, du point de vue, est-ce que c'est porté dynamiquement par la sphère politique, au sens où on a pensé à des mécanismes pour intégrer les agriculteurs dans le marché du carbone, par exemple, c'est-à-dire, s'ils assurent des émissions négatives, ne devraient pas-ils être rémunérés? C'est une première question. Et est-ce que cet objectif 4 pour 1000 est comment dire, traité dans un cadre général qui interdirait aussi continuer de perdre des terres agricoles, comme c'est le cas depuis plusieurs décennies. On a perdu plusieurs millions d'hectares en France. Et ça pour une double raison, parce que, si on accepte que le sol agricole a un potentiel de séquestration, une raison de plus de le préserver, et deux, qu'est-ce que devient le stock de carbone de sol une fois un sol agricole converti en autre chose? Donc, est-ce que ces stocks-là, est-ce qu'on n'augmente pas le risque que ça devienne une bombe à retardement, par exemple, lorsque le sol qui a séquestré du carbone n'est plus agricole, donc on change de mode d'occupation, et pour le coup, l'équilibre peut être inversé. Je vais déjà répondre sur la première question sur l'histoire de l'efficacité. En fait, il est évident que dans ces systèmes-là, ce qu'on recherche, c'est d'augmenter l'efficacité du système. Donc quand on est sur un système, une monoculture par exemple, effectivement on va avoir beaucoup de pertes par lessivage. Si par exemple vous passez sur un système agroforestier, il va y avoir les racines d'arbres vont être plus profondes que les racines de blé par exemple, et donc vous allez récupérer une partie de cet azote qui ensuite va être recyclée via la litière. Donc ça effectivement, une des idées c'est d'améliorer cette chose-là. Mais néanmoins, une des grosses difficultés, c'est que même si on était sur des capacités d'utilisation de l'azote de 100% avec des systèmes totalement fermés avec zéro perte, si on veut augmenter encore plus les stocks, ça nécessite aussi une production en azote et des apports en azote quand même surnuméraires. Donc on peut limiter cet apport en travaillant sur l'efficacité du système, mais encore une fois, ça dépend de votre point de départ. Si vous êtes sur un point de départ où vous perdez énormément d'azote, à ce moment-là, il faut travailler sur l'efficacité de votre système dans un premier temps. Si vous êtes déjà sur un système où les pertes par lessivage sont réduites, ou les pertes par érosion... À l'échelle mondiale, on peut dire que l'efficacité moyenne, c'est de l'ordre de 25%, voilà, plus ou moins, et que vous avez démontré que, l'étude de cette équipe montrait qu'il faut 3/4 d'engrais supplémentaires pour assurer la séquestration de 1200 gigatonnes de carbone. Oui, c'est ça, mais c'est que... On est dans le bon demandeur. Effectivement, évidemment, on ne peut pas avoir une capacité de 1. Sans dire. On ne peut pas non plus complètement déconnecter. Donc ça pourrait être effectivement vu comme une opportunité. Oui, c'est toute l'idée. Ouais, voilà, c'est toute l'idée. C'est parce que finalement, quand on apporte des fertilisants, surtout des fertilisants synthétiques, c'est via les processus d'Haber-Bosch. Et donc c'est ce process d'Haber-Bosch qui prend de l'azote de l'air pour le transformer en nitrate et en ammonium fait que c'est très consommateur en énergie. Et donc on émet beaucoup via ces trucs-là. D'où aussi l'idée d'avoir des cultures intermédiaires qui sont des légumineuses, etc., pour faire en sorte de limiter un maximum les entrées de fertilisants organiques, synthétiques. Du coup, c'est toute une réflexion sur le système, parce que ramener des légumineuses régulièrement dans le système de culture, ça peut aussi favoriser les problèmes de... Alors pour les légumineuses, c'est vrai, au cas où peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, alors si tout le monde est au courant, parce que c'est que pourquoi les légumineuses c'est une famille de plantes, dont l'acacia, le trèfle, la luzerne, le soja, les haricots, etc., qui sont symbiotiques de bactéries
qui, comme on dit, fixe l'azote, c'est-à-dire font cette réduction extrêmement coûteuse en énergie. Et la bactérie récupère de l'énergie de la plante par la photosynthèse, et grâce à cette énergie, elle fait marcher tout un ensemble de gènes qui permettent de réduire l'azote et de le transformer en ammonium et en nitrate. Donc ça peut être un remplaçant, en effet, des engrais azotés. Donc si on a besoin, Petros a donné les chiffres, d'une certaine quantité d'azote, et qu'on arrive à le faire en culture des légumineuses, ça veut dire, j'ai pas fait les calculs, mais ça va être énorme à ce moment-là, culture des légumineuses. Je sais pas si c'est possible. Il faudrait voir, culture double ou en culture intercalaire, je sais pas. Culture couverte permanente. Oui, voilà, en termes de couverture permanente, peut-être. Mais là c'est d'abord des essais, puisque ça va dépendre des sols, ça va dépendre des... Parce qu'en association, la légumineuse se sert, mais elle n'apporte pas grand-chose à la... Tant qu'elle est vivante. Tant qu'elle est vivante. Ouais. C'est après, donc, Oui, c'est après, il faut attendre. Oui, par rapport au marché, c'est ma question. Non, parce que je vais faire un détour. Oui. Non, c'est sur les modèles d'agriculture de maraîchage. Il était question à propos du bec et loin, parce que c'est le modèle explicite de ça. Je crois que le premier point, ce sont par définition des choses périurbaines ou suburbaines, dont le statut de déséquilibre du point de vue des intrants est structurel. Je veux dire, depuis toujours, ça se nourrit des déchets de la ville, donc c'est accompagné d'une lenteur caractéristique. Mais je pense que si on fait un calcul de l'intérêt énergétique de la chose, il faut voir que c'est des produits du kilomètre zéro, comme on dit ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a une économie de conservation et de transport qu'il faudrait prendre en compte dans la chose. C'est des choses qu'on voit très bien que Georges Grantham avait, en des temps anciens, avait calculé des espèces de pics de productivité tout à fait étranges aux portes des villes, et qui montraient qu'il y avait à la fois des rendements tout à fait stupéfiants à la surface, avec quelque chose qui était une productivité du travail humain qui était absolument lamentable, parce que quand on cultive à la bêche, à l'hectare, c'est pas terrible comme manière pour le travail de l'homme, mais qui peut, quand on fait jouer tous ces facteurs, on peut arriver à étudier le rendement carbone, quel qu'il soit, de manière très différente selon le point de vue qu'on adopte. Et là, je crois qu'il faut faire jouer le fait que ces choses-là sont des agricultures de périphérie des villes, et qu'à partir de ce moment-là, le rapport au marché est intégré directement, non pas d'un point de vue économique, mais d'un point de vue de charge de dépenses carbone. Juste rapidement, je voulais juste ajouter un élément pour répondre à Petros, excusez-moi. C'est pour dire que je crois qu'en Australie, la semaine dernière, il y a eu un premier agriculteur qui a réussi à faire valoir des crédits de carbone, à faire monétiser ses capacités à stocker du carbone dans ce sol. Donc certains existent, mais c'est que le début, je pense. J'ai l'impression qu'il y ait des crédits, que ce soit une volonté de l'État de rémunérer. Mais en revanche, il y a des initiatives privées qui fleurissent en ce moment. C'est pas le cas sur le plateau de Saclay, avec l'agriculteur qu'on est allé voir. C'est avec Terracité qui nous avait, dans une dynamique de tentative de compensation, de se renseigner sur la compensation carbone. On était allé voir ça, et je crois que c'est le partenaire de compensation carbone qui a été choisi par Valérie Masson-Delmotte pour compenser les éléments du GIEC. Enfin, en tout cas, ceux du groupe. Là, c'est une initiative d'une collectivité. Comment ? C'est une initiative d'une collectivité ou de... Le partenaire ou l'initiative de compenser ? De compenser. L'initiative de compenser, c'est Valérie Masson-Delmotte.
on va dire en tant que coprésidente du groupe du GIEC. Ouais. Et après, donc ce partenaire, c'est un agriculteur qui est en partenariat avec l'INRA. Il me semble que ça avait été, qui était suivi par l'INRA pour faire... Comment? Je ne peux pas dire. Mais en gros, l'idée, c'était de changer les pratiques agricoles pour favoriser le stockage de carbone. Mais qui finance aussi dans ce cas-là? Et bien là, c'est le partenaire. C'est la personne qui dit, j'ai émis plein de carbone, je veux le compenser, je veux faire des émissions négatives, voilà. Donc, je vais donner des sous pour ça. Des privés aussi, des fondations qui se mettent à imaginer, monter une méthode pour accompagner les agriculteurs dans le stockage de carbone, sans attendre, en attendant la bénédiction de l'État, certes, mais juste ça. À ce moment-là, il va y avoir un problème de décision politique. Il faut arriver après à avoir une influence sur la politique pour que finalement on arrive à peut-être à élargir la PAC. Je sais Après, pas. il y a eu toute une initiative de labellisation de méthode de calcul qui est en cours. Oui. Donc ça, c'est forcément surveillé ou piloté par un service de l'État. Qui devra, je pense que toutes les initiatives devront quand même se ranger derrière des méthodes qui sont suffisamment transparentes et suffisamment fondées pour pouvoir prétendre. Oui, Après, mais facile à pratiquer, facile à suivre. le problème, c'est la vérification, le contrôle. Mais où on peut carbone. Et oui, enfin, par rapport à ce que j'ai pu montrer aussi, dans certains cas, on ne peut pas stocker parce qu'on parle de stock assez élevé. Est-ce qu'on va payer la différence, c'est-à-dire le moindre des stockages? Et c'est pas parce que j'ai dit que le groupe 1 du GIEC faisait de la compensation carbone pour ses avions qu'on dit tous que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Je pense que même Valérie Masson dit qu'elle-même qu'elle fait ça parce qu'elle n'a pas de moyen de faire mieux. Mais, Oui, elle est très claire là-dessus. Moi, je me pose une question. Oui, On mais se- c'était Pardon. C'est à moi. Alors, allez-y. Voilà. En fait, j'ai un problème, puisque j'ai vu que mettre du carbone dans le sol, c'était aussi mettre plus d'azote, qu'on le mette avec les légumineuses ou qu'on l'apporte en intrant. Donc avoir plus d'émissions d'azote, a priori. Potentiellement plus d'émissions d'azote. Donc le problème est lié. Donc on fait des essais de mettre plus de carbone. J'imagine qu'on pense bien à l'azote, mais est-ce qu'on le mesure? Et est-ce que, in fine, on change vraiment la donne par rapport au gaz à effet de serre quand on met plus de carbone dans le sol, sachant si on doit avoir plus d'azote? Ça dépend beaucoup de la forme sur laquelle on l'apporte. Il y a effectivement un certain nombre de projets qui s'intéressent à ça. Il y a en ce moment un institut de convergence qui s'appelle CELAND, où on travaille beaucoup sur justement avoir une estimation intégrée de ces systèmes-là. C'est-à-dire qu'on voit très bien finalement et très vite que si on n'a qu'un point de vue carbone, on peut passer à côté d'un certain nombre de choses et que toutes ces actions pour augmenter, toutes les technologies négatives, en fait, toutes les nets, doivent être évaluées sur des aspects multicritères. Et quand on parle de stockage de carbone dans les sols, un de ces aspects-là, c'est combien d'azote on apporte pour stocker le carbone, combien on a émis de gaz à effet de serre pour produire cet azote et combien de N2O, de NOx on produit en apportant cet azote supplémentaire. Et effectivement, je suis passé un peu rapidement tout à l'heure, mais il y a une étude assez intéressante qui a été publiée dans Nature Climate Change l'année dernière, où sur des bases de travaux de modélisation, en fait, les gens on dit on va faire des cultures intermédiaires, on va forcer le trait, on va mettre toutes nos cultures intermédiaires sont des légumineuses, et donc on a un apport d'azote très fort. Et donc ils montrent bien qu'en faisant ça, en fait, ils stockent du carbone, même à des taux supérieurs aux 400 000. Par contre, les émissions de N2O associées sont très élevées, et le bilan final de gaz à effet de serre
est positif dans le sens où en fait finalement on émet plus que ce qu'on stocke. Et donc d'où l'importance d'aller sur des évaluations multicritères. C'est une des difficultés. Et dans ces évaluations multicritères, et ce qu'on essaie aussi de faire dans Ceylan, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on travaille aussi avec des économistes, parce que finalement, comme Antonio l'a très bien rappelé, les acteurs de terrain, c'est les agriculteurs, et eux, évidemment, ils ne vont pas accepter de voir leurs revenus diminuer. Donc il faut s'assurer que les solutions techniques que nous, on pourrait proposer, qui vont nous sembler parfaites du point de vue carbone et climat, elles soient... Alors il y a un premier aspect, c'est qu'elles soient acceptables d'un point de vue strictement économique, c'est-à-dire qu'elles rapportent de l'argent, mais aussi quelque chose qui est assez plus difficile et on commence à travailler un peu dessus, mais c'est assez difficile, c'est travailler avec les sociologues pour faire des choses qui soient acceptables du point de vue de la société. C'est-à-dire qu'il y a encore très peu d'années, avoir un champ avec des cultures intermédiaires, vous corrigez si je me trompe, mais c'était un agriculteur qui ne savait pas travailler. Son champ, il était mal entretenu. Et donc, les premiers qui ont fait ça, ils ont déjà dû se battre contre des idées reçues sur le fait que, non, ils n'étaient pas des mauvais agriculteurs. Donc ça, c'est une question aussi qui est très complexe. On accepte. Je voulais savoir si vous aviez entendu parler d'un scénario qui s'appelle « Pour une Europe agroécologique en 2050 », qui a été réalisé par l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Oui, TIFA, 10 Years for Agriculture in Europe, qui est sorti en octobre 2018 et qui me semble brasser un peu toutes les idées qu'on vient de dire, qui viennent d'être évoquées. Moi je l'ai lu parce que je suis journaliste, j'ai écrit un papier dessus. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'agriculture de conservation, qu'il y a beaucoup aussi d'agriculture biologique. Et au final, ils disent qu'ils parviennent à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre et non pas simplement de CO2. Donc je voulais savoir si vous le connaissiez, parce que... Je le connais, oui. À peine de là à dire que si ce modèle était appliqué, on soit sur ce niveau-là de réduction. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à une campagne de marketing, assez à droite et bien faite, mais entre une bonne politique de marketing et des données scientifiques, c'est pas nécessairement, c'est pas antinomique, mais on peut avoir tendance à en dire beaucoup plus dans les promesses marketing. Vous l'avez lu, Oui, mais moi je suis d'accord sur le fond. C'est-à-dire que je pense que c'est bien dans cette direction-là qu'il faut aller. Par contre, sur la prétention, juste sur ce sujet-là, je trouve ça un peu dangereux, parce qu'on va survendre peut-être quelque chose. Par contre, parce que Antonio vous a bien expliqué, j'espère, pour moi ça me paraît très très clair, c'était que l'agriculture de conservation n'a pas pour but que de faire le 4 pour 1000 de ça. Elle a pour but de jouer sur plein de tableaux ensemble, et surtout, elle n'a pas de modèle a priori. C'est ça que je trouve très intéressant. Moi, je suis pas trop pour le type d'agriculture qui a déjà une idéologie et qui dit ça c'est permis, ça c'est interdit et tout. Donc je préfère on est dans une solution qui est très complexe. Donc autant aujourd'hui rester pragmatique et tester, et puis tester sur le terrain, parce que vous l'avez entendu aussi, chaque exploitation est différente. Dans une même exploitation, une exploitation qui fait 50 ou 60 hectares, elle a plein de parcelles qui sont toutes différentes, et dans une même parcelle, on le sait, c'est très hétérogène. Les hétérogénéités dans l'agriculture, c'est à tous les niveaux d'échelle. Donc allons-y sans trop de blocage et essayons d'être pragmatiques tout en étant méthodiques. Je voulais juste dire quelque chose sur le côté marketing. Vous parliez il y a 2 minutes de la nécessité de faire appel à des sociologues et que tout ça rentre dans l'opinion commune et auprès du grand public. Moi, je ne suis pas scientifique, donc je ne peux absolument pas avoir un avis sur la valeur scientifique de cette étude. Toutefois, elle a le mérite d'exister, de donner à réfléchir, de pouvoir être communiquée par des médias, dont les journaux comme moi, et de faire pénétrer dans le grand public ces idées, parce que derrière il y a un énorme changement des pratiques alimentaires,
Il y a l'idée que de la connexion entre l'agriculture biologique et l'élevage, et l'idée qu'il faut quand même garder les vaches. Bon, voilà, je pense que quelques personnes qui liront ça, ça peut faire rentrer quelques idées qui peuvent faire bouger les idées. Enfin, l'opinion commune. Oui, moi aussi, ce que je voudrais dire, c'est que de toute façon, pour réduire les gaz à effet de serre, on a toujours intérêt, pour réduire la pollution d'une manière générale, on a toujours intérêt d'être dans le préventif plutôt que dans le curatif. Ça, c'est clair. Et la question que j'avais, c'est peut-être pour Bertrand, je me disais, est-ce que en stockant du carbone, ce qui est très bien dans les sols, est-ce qu'avec les extrêmes climatiques qu'on risque d'avoir, notamment au niveau de la pluviométrie, est-ce qu'on n'a pas un risque justement qu'on ait un déstockage qui soit assez important? On le voit déjà, enfin on l'a vu au moment des crues, de la crue de mai-juin 2016, où il y a eu du carbone organique dissous, qui est, je veux dire, un pic énorme, quoi, hein, qu'on a vu dans les milieux, dans les milieux aquatiques, quoi, hein. Donc, avec du CO2 qu'on a mesuré. Aussi. Pour augmenter les stocks, enfin, pour être très schématique, en gros, soit on augmente les entrées, soit on réduit les sorties. Donc, si on a des techniques qui permettent de limiter les sorties, et ben, de fait, même à rentrée constante, on va augmenter les stocks. Donc, un sol qui est nu, il va forcément avoir plus d'érosion, plus de perte de carbone organique dissous. S'il est couvert, il en perdra moins. Après, évidemment qu'il faut prendre en compte ces aspects-là sous un contexte de changement climatique et que l'évaluation ne peut se faire que dans ce contexte-là. Mais néanmoins, couvrir le sol fait qu'on